Bref. Elle aime bien Grougy, ma femme. C'est moins de bonbons, plus de légumes. Quel bonheur lorsqu'on est joueur de foot à Brest. 43e minute, leur cœur est énorme. Camara, oh la talonnade, oh là là, c'est bon, oh le magnifique but, la Camara, Jorg. Brestois, nous sommes le 21 mars 2026 et aujourd'hui nous célébrons un événement important, le 200e match d'Hugo Magnetti sous le maillot du Stade Brestois en professionnel. Date importante qui nous permet de valoriser finalement tout l'apport de ce joueur dont Eric Roy a dit en conférence de presse qu'il était amoureux. Fanche, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Et est-ce que toi aussi tu es amoureux d'Hugo Magnetti? Salut Yann, salut à tous. Écoute, c'est difficile de rester insensible à Hugo Magnetti, tant il fait partie des meubles du Stade brestois depuis maintenant, des saisons et des saisons et c'est vrai que, consacrer un podcast entier pour lui, alors qu'il n'est pas encore parti, c'est pas trop dans nos habitudes, mais je pense que c'est entièrement mérité au regard de sa carrière et c'était l'occasion puisque l'actualité brestoise est un petit peu moins, comment dire? Moins importante ces derniers temps, de penser à Hugo Magnetti, un joueur qui, on se demandera tout à l'heure, fait partie peut-être des légendes du club, avec d'autres anciens. Mais en tout cas, c'est cool de consacrer ce temps à Hugo Magnetti, je pense qu'il le mérite. Si je me trompe pas, tu as un maillot floqué Hugo Magnetti. Absolument, alors il est très récent parce que c'est le dernier. Je me suis acheté donc le maillot, peut-être l'occasion d'en parler, le très, très beau maillot collector que le Stade Brestois a sorti pour les 75 ans, 76 ans, c'est selon, du club. Effectivement, j'ai hésité, je me dis: «Est-ce que je le floque? Est-ce que je le floque pas?» J'avais déjà des maillots, pas mal de maillots du Stade Brestois, hein, de Del Castillo, Chardonnay et cetera, plus des anciens Grougy, Charbonnier. Je me suis dit: «Allez, Magnetti, c'est l'occasion». Et tu vois, j'avais même pas fait attention que c'était son 200e match, ce week-end. J'étais passé à côté de l'info en début de semaine et le flocage a été fait, donc j'en suis encore, encore plus ravi. Ça fait 200 matchs, mine de rien, c'est pas anodin. 200 matchs, ça fera de lui le 8e joueur le plus capé. Sauf blessure, normalement, il sera le 7e joueur le plus capé de l'histoire de Brest d'ici la fin de saison. Encore mieux, d'ici la fin de saison, il devrait être le 2e joueur de l'histoire du Stade Brestois ayant joué le plus de matchs en Ligue 1. Le premier, tu sauras me le donner, je pense qu'on l'a célébré il y a quelque temps. C'est Brendan Chardonnay, si je dis pas de bêtises. Exactement, Brendan Chardonnay, 192 matchs de Ligue 1. Deuxième, le Bossert, 180 matchs. Et donc là, on est à Hugo Magnetti, 171 matchs, 172 avec le match face à Auxerre qui s'annonce. C'est très beau, c'est un nom important. Et pourtant, c'est quand même une surprise. Quand on revient voilà, au tout début, 2017-2018, qui pouvait dire qu'Hugo Magnetti serait tout simplement un des grands noms du Stade brestois? Alors moi, j'ai une petite anecdote sur son arrivée à Hugo Magnetti, mais un peu indirectement, puisqu'en fait déjà, alors Brestonnière n'existait pas en 2017-2018, mais pour autant, on était déjà à la recherche d'infos et de scoops, hein, autour du Stade brestois, des transferts. On en parlait beaucoup entre nous, sans pour autant avoir verbalisé ça autour d'un podcast. Et j'avais reçu un message donc d'une source, hein, qui me disait que Brest allait faire un super coup, puisqu'il y avait un joueur de Bastia qui allait signer et que ce joueur, c'était Lenny Pintor et qu'il serait sûrement accompagné d'un autre mec pour son intégration et qui, lui, jouerait en N3. Mais bon, on m'avait pas du tout parlé de l'autre mec en question qui, vous l'avez compris, évidemment, est Hugo Magnetti. Mais les regards étaient évidemment portés sur Lenny Pintor, donc qui arrive à Brest avec, un j'arrive pas à dire un CV, mais en tout cas un potentiel, extrêmement important. De mémoire, tu m'arrêteras si je me coupe, mais c'est le SC Bastia est liquidé à ce moment-là. C'est pour ça que c'est un peu le moment pour les clubs professionnels d'aller piocher dans le centre de formation. Mais lorsque Lenny Pintor et Hugo Magnetti arrivent, on a 2 joueurs qui n'ont absolument pas le même profil, on n'a pas les mêmes attentes pour l'un et pour l'autre. On estime que Lenny Pintor pourrait devenir un crack et un joueur, qui serait revendu ensuite extrêmement cher au Stade brestois. Alors pour le coup, il a été vendu cher, mais c'était pas un crack et qu'Hugo Magnetti serait, voilà, un joueur de complément, mais sur lequel on allait peut-être compter plus sur la durée. Et bien finalement, le crack ne s'est pas révélé être celui qu'on pensait et Hugo Magnetti a aujourd'hui, je pense, une carrière bien plus belle que celle de Lenny Pintor. Même en toute franchise, je me souviens être allé voir les premiers matchs en N3, à l'époque j'avais du temps, où justement Hugo Magnetti jouait et certes, on voyait que c'était un bon joueur de N3 avec un bon petit potentiel, mais à aucun moment on se disait que ça pouvait être un joueur de Ligue 1 et même un joueur de complément en Ligue 2, ça me semblait assez ambitieux, assez audacieux et d'ailleurs, si je me trompe pas, toute la première saison,
à Brest, il la passe en N3. Ouais, c'est ça, exactement. Là, toute la première saison, il la passe en N3. Il ne fait que des entraînements avec l'équipe professionnelle de Jean-Marc Furlan, mais n'a pas du tout de temps de jeu avec les pros. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que la saison suivante, il fait ses débuts en professionnel. Il entre en jeu dans le premier match de la saison et en fait, c'est le seul match dans lequel il va entrer, avec, l'équipe pro, parce qu'il va jouer 10 minutes, enfin 8 minutes même, encore un petit peu moins, face à Metz, une défaite 1-0 en première journée et après on ne le revoit plus du tout de la saison. Il continue sa progression en National 3 jouant, cette saison-là, 23 matchs, si je dis pas de bêtises, pour 3 buts marqués. Mais on était effectivement très, très loin du joueur valeur sûre de même de Ligue 2, hein, qu'on aurait pu imaginer. Non, non, pas du tout. Il a fait sa progression ces années. Si je compte bien, c'est plus de 45 matchs en N3 avant de réellement s'installer dans le groupe professionnel et de compter des matchs et des titularisations. C'est quoi ton premier gros souvenir d'Hugo Magnetti? Le moment où voilà. Est-ce que tu te souviens même de ce match à Metz avant qu'on prépare l'épisode? Ça te disait quelque chose? Ouais, ce match à Metz, je m'en souvian. Alors peut à moins que je me trompe, hein, mais pour moi, ce match à Metz, c'est un match à domicile. Oui. Qu'on joue en août et on prend un but sur corner. On prend un but sur corner, sur un but, bon largement évitable, hein et cette année-là, bah, Brest monte avec Metz, si je ne dis pas de bêtises et Mmh. on Metz est 1er, on se tire la bourre un petit peu toute la saison, même si le FC Metz a toujours eu un petit peu d'avance, était difficile à atteindre. Mais je me souviens de ce match, effectivement, Metz avait des maillots très, très moches ce jour-là d'ailleurs, maillots blancs et noirs de mémoire, c'était vraiment pas beau. Et mon premier souvenir du Gomanetti, alors il est pas sportif, je t'ai dit tout à l'heure que tu pouvais pas le deviner. Pourquoi? Parce que en réalité, alors quand j'allais bosser un jour, donc près de l'établissement scolaire où je travaille, dans une rue, il y avait Hugo Benetti tout seul, mais en plus, c'est dans une rue complètement paumée de Brest où il y a strictement rien à faire à cette heure-là de la journée. Hugo Benetti tout seul qui marchait et je dis: «Ah mais tiens, c'est le mec qui a signé ça, c'est le gars qui joue en N3, mais qu'est-ce qu'il fout là?» et tout, je me posais la question. Et du coup, je sais pas, ça m'avait beaucoup marqué et après, je l'ai plus revu pendant super longtemps parce qu'avant de le revoir, jouer avec l'équipe pro, c'est en Ligue 1, dans la saison 2019-2020 et voilà, c'était mon souvenir. Après mes premiers souvenirs sportifs de lui, alors je vais pas te mentir, c'est vrai qu'au tout début, j'en ai pas énormément. Alors, c'est un peu surprenant, mais je me souviens de son entrée face à Metz. Je m'en souviens pour une raison qui est très visuelle. C'est qu'en fait, Hugo Magnetti, cette première saison, il a un physique qui est très particulier. Je sais pas si tu te souviens, mais vraiment physique de bodybuilder, teste un peu à la Shaqiri et le mec ultra costaud, tout petit, bien solide sur les appuis, on le voit rentrer et on se dit: «Voilà, lui, il va mettre de l'impact, il va aller à la Maillotche», tout ce qu'on aime finalement à Brest et finalement, ça n'avait pas été le cas sur ce premier match. Finalement, il ne joue quasiment pas sur le reste de la saison. On monte et je pense que de toute façon, la saison suivante, quand on arrive en Ligue 1, on se dit pas que c'est un joueur qui va jouer, on se dit pas qu'il va être dans les plans et pourtant, petit à petit, il fait sa progression, il fait son bonhomme de chemin, mais contrairement à certains joueurs dont on peut se rappeler assez facilement de quel moment ça a été la transition entre joueur sur lequel on ne compte pas et joueur important, bah, avec Hugo Manetti, j'arrive pas à identifier ce moment. J'ai l'impression que tout s'est fait vraiment très fluidement, étape par étape et c'est quand même bon signe. C'est signe d'un joueur qui a travaillé régulièrement, qui continue à travailler. Je sais pas si toi, tu partages un peu cette vision ou s'il y a un moment clé où tu t'es dit: «Tiens, lui, on peut compter dessus». Mmh. Non, je partage complètement et puis je trouve qu'on peut même faire l'analogie finalement avec l'évolution du Stade brestois de ces dernières années. Un club qui, même si évidemment le passage en Coupe d'Europe a été une marche, exceptionnelle, mais finalement depuis la remontée en Ligue 1, on est passé d'une étape de maintien ric-rac à ensuite les saisons d'Herzakarian un petit peu mieux, 11e, Éric Roy qui arrive à nous maintenir, mais finalement une 14e place. Vraiment une progression avec, on voyait quand même des joueurs qui étaient de meilleure qualité. Puis ensuite, aujourd'hui, on a un Stade brestois, coupe d'Europe mise à part, qui arrive à se stabiliser dans le top 10, dans la colonne de gauche, comme dirait Quentin, avec une 8e place, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. Et probablement entre une 11e et 8e place encore cette année et donc finalement, c'est un petit peu à l'image de la progression de Manetti à Brest. J'ai quelques stats là sur son pourcentage de participation, aux matchs de Brest en Ligue 1. La première saison, c'est à peu près, ouais, c'est ça entre 1 à 2 des matchs disputés. Puis on monte à 21 sur la saison 2019-2020, 34 ensuite et là, il y a un vrai gap quand même avec la saison 2021-2022 où il passe de 13 matchs joués à 28 matchs joués quand même, c'est beaucoup et depuis, c'est 31 matchs 2022-2023,
33 matchs sur la saison 2023-2024 et 42 matchs en 2024-2025 en comptant les matchs de coupe d'Europe. Ça veut dire que là, on est face à un joueur qui est stable, un joueur qui est fiable, un joueur qui ne se blesse pas, donc un joueur sur lequel on peut compter. Ça veut dire que pour un coach, c'est extrêmement précieux et je comprends Eric Roy lorsqu'il dit qu'il est amoureux. Ça veut dire que tu te poses pas la question de est-ce qu'Hugo Magnetti va être là ou pas être là. Tu sais qu'il sera là, que tu peux construire ton effectif autour de lui, ce qui est extrêmement important dans la mesure où c'est quand même d'un milieu de terrain défensif qui est un poste extrêmement, crucial dans une équipe où tu dois avoir des certitudes, hein, quelqu'un sur lequel tu peux compter. Je pense qu'Hugo Magnetti est ce joueur-là. On pourra parler un petit peu de son style de jeu tout à l'heure, mais en tout cas en termes de fiabilité et de présence sur le terrain, là-dessus, il y a rien à redire. Bah, tu me lances là-dessus, on peut parler de son style de jeu et je trouve que je sais, je vais faire du service après-vente, mais dans le dernier épisode, je disais que Michel Delarcarian avait été plus important qu'on ne le pense. J'ai tendance à penser que Hugo Magnetti, c'est le joueur qui s'est révélé et qui a pris confiance sous Delarcarian. Je ne sais pas s'ils s'entendent bien ou je ne sais quoi, mais c'est sous lui qu'on a senti un Magnetti peut-être, on peut pas dire plus appliqué parce qu'il l'était toujours, mais qui ne se mettait plus de barrières. Un Magnetti qui Moins essaye des scolaire, tu veux dire? choses, moins scolaire, totalement, totalement moins scolaire, qui essaye des choses voilà, qui sont parfois surprenantes, qui se projettent plus vers l'avant, qui montrent de l'ambition et ça, c'est un visage qu'on n'attendait pas du tout. Quand il est arrivé, c'était vraiment sur la pointe des pieds et aujourd'hui, c'est un Hugo Manetti qui, dès qu'il voit le ballon à 30 mètres, se dit: «Tiens, si j'essayais de mettre une bonne minace» et quand même, il en a mis un bon paquet de buts. On reviendra dessus juste après, mais voilà, je trouve que au delà de l'aspect purement technique, mentalement, Magnetti, c'est quelqu'un de très important parce que c'est quelqu'un qui, certes, est régulier, mais qui évolue en permanence, qui essaye des choses en permanence, qui apporte, pas dire de la créativité, parce que c'est évidemment pas le joueur le plus créatif, mais qui ne se donne pas de barrière. Et ça, c'est très important d'avoir un joueur comme ça au quotidien et sur le terrain. C'est quand même rare de sortir d'un match du Stade Brestois et de se dire: «Ah, c'était vraiment un mauvais match de Magnetti». Il y a Oh, tu d'autres joueurs pour lesquels peut-être qu'il y a des postes où ils sont plus exposés, mais c'est quand même assez rare de se le dire. Au début de sa carrière brestoise, j'étais un petit peu alors j'ai jamais été, vraiment un comment dirais-je? J'ai jamais, pas aimé Magnetti, c'est pas ce que je ma phrase est très, très mal faite, c'est absolument pas correct de me en français. Mais pour autant, j'avais quelques réserves sur sa qualité technique et notamment son jeu vers l'avant, où je trouvais qu'il avait tendance beaucoup à se reposer sur ses défenseurs ou ses latéraux lorsqu'il recevait le ballon, dos au jeu et il y avait ce petit truc, tu sais, de te retourner, de faire les quelques pas qui vont pouvoir te permettre d'avancer, de faire gagner un petit peu de mètres à l'équipe ou la passe qui va casser la ligne vers l'avant. Et pendant longtemps, il était vraiment sur ce côté un peu plat du pied, sécurité, je reçois, je redonne sur le côté à mon latéral ou je passe, je reçois de mon latéral, je mets derrière et ou alors je passe à mon camarade au milieu de terrain et finalement, il a progressé, je pense aussi grâce aux joueurs avec qui il a pu être aligné ces dernières saisons et pour moi, le trio avec Pierre Lesmelou et Mady Camara lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Parmi ces 3 là, je pense que c'était peut-être le joueur qui avait le moins de capacités purement techniques. Alors pour autant, il avait d'autres capacités et d'autres compétences par ailleurs qui faisaient qu'il était extrêmement vraiment indispensable dans ce trio aussi. Mais il a été soulagé de ce côté, dépositaire du jeu, le joueur sur lequel on compte pour faire le jeu avec la présence de Pierre Lesmelou derrière lui notamment, pour se concentrer sur d'autres tâches, notamment de projection vers l'avant ou surtout de récupération des ballons et là, il a été vraiment très bon et depuis, je trouve qu'il a également progressé dans ce jeu avec le ballon. Puisqu'il y a plus Pierre Lesmelou derrière lui, il est un petit peu obligé de se responsabiliser à ce niveau-là et je trouve qu'il est mieux. Il est mieux cette année on a vu des matchs cette année, le match contre l'OM, il y a des matchs où techniquement c'était bien meilleur que ce qu'il a pu faire, par le passé. et c'est ça, même aujourd'hui, après avoir connu le meilleur à Brest, il continue à s'améliorer. C'est très gratifiant d'avoir des joueurs comme ça. Maintenant, on va pas tomber dans l'excès, hein, c'est un bon joueur de Ligue 1. Je pense, en tout chauvinisme, que la saison où on finit troisième, on a le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, mais parce que c'est l'alchimie entre les 3. C'est probablement pas le meilleur joueur de l'histoire de Brest, c'est probablement pas le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1, mais ça reste un joueur incontournable et au-delà du sportif, parce que c'est un être humain qui a l'air incontournable et vraiment ça, tout le monde peut le dire. Je pense que toi, tu as pu le croiser à plusieurs reprises. C'est un mec en or.
Bah, après je pense que ce sont les joueurs qui en parlent le mieux, parce que nous, en tant que supporters, forcément, on a une vision, un petit peu biaisée des choses. On suit ça aussi beaucoup par les médias, par les réseaux sociaux, par ce qu'ils veulent en dire. Après nous, c'est vrai qu'avec, avec le podcast, on a eu l'occasion d'échanger quelques fois avec lui, notamment le soir après le match de Toulouse, un peu plus récemment. C'est quelqu'un qui est extrêmement disponible, qui, est extrêmement respectueux envers les supporters, qui je pense, sait ce qu'il doit à Brest et aux Brestois et inversement, hein. Quelqu'un de vraiment de très entier et après, voilà, quand il y a une histoire à raconter ou une belle histoire à raconter autour du stade brestois, une interview, bah, c'est souvent le binôme, Magnéti-Camara qui est mis en avant. Maintenant, c'est le binôme, Chotard-Magnéti. Visiblement, il a l'air d'être un très bon camarade dans un vestiaire. C'est pas pour rien aussi qu'on lui a attribué le brassard de capitaine, en l'absence de Brendan Chardonnay à plusieurs reprises. Pour moi, il fait partie des tauliers du club et c'est aussi par cet état d'esprit qu'il a, qu'il amène, qu'il apporte au collectif et c'est un joueur précieux dans un vestiaire. Parce qu'on ne peut pas forcément avoir toujours des joueurs extrêmement talentueux. Tu vois, tout à l'heure, on parlait ensemble de Romain Fèvre pour évoquer le match à Auxerre. Je pense que intrinsèquement, Romain Fèvre, techniquement, est un très largement meilleur joueur de foot qu'Hugo Magnéti, d'un point de vue technique. Pour autant, Hugo Magnéti a tellement plus de compétences générales pour être un joueur professionnel, sans avoir cette même technique, qu'il a une carrière qui est bien meilleure que celle de Romain Fèvre et pourtant sur le papier, on pourrait imaginer que, bah, Romain Fèvre, il pourrait aller beaucoup plus haut, mais pas du tout parce que Magnétis sait ce qu'il sait faire, c'est aussi ce qu'il ne sait pas faire, un petit peu à l'image d'un Brendan Chardonnay et maximise ses capacités pour en faire aujourd'hui un joueur qui est devenu d'un joueur un peu, inconnu de National 3, un joueur de Liga référencé que beaucoup d'équipes, je pense, du standing du Stade brestois aimeraient avoir dans leur 11 et peut-être même des équipes un peu plus haut. Tu vois, j'imagine que, je sais pas, un Stade Rennais, un Lille, même un Lens, je pense, tu vois, un Magnéti à Lens avec Pierre Sage, il pourrait très bien se fondre dans un collectif et encore passer un cap. Mais ça serait pas pareil parce que au delà du sportif, de son côté très bon camarade, c'est quand même un vrai Brestois. Ça va faire bientôt 10 ans qu'il est là, hein, et on sent que il a pris le pouls de cette ville, il a pris ses valeurs, il a pris son identité. Il est toujours très proche des supporters, il est toujours, tu vois, souvent, quand il faut aller sortir dans ses déclarations, dans la manière de parler, dans la manière de se plaindre, parce qu'on se plaint beaucoup à Brest, mais tu l'écoutes, tu te dis que ce mec, il est du centre de formation de Brest. Honnêtement, c'est quoi la différence entre Brendan Chardonnay et Hugo Magnéti dans leur relation au public, dans leur relation à la ville, dans leur relation aux médias? Enfin, c'est un pur vrai Brestois, dans le cœur. La seule différence entre les 2, je dirais que c'est l'accent. Et l'accent un petit peu il a du mal Magnéti à s'en défaire et c'est très bien je trouve. Mais c'est vrai qu'à part ça, c'est difficile de différencier. Tu peux totalement imaginer, et puis ça fait même des années qu'on le considère comme un Brestois dès qu'il est arrivé finalement il est pas formé à Brest, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est partie des joueurs quelque part qui ont été formés au stade, en tout cas post-formés parce qu'il est là depuis tellement longtemps. Il a connu, ouais, comme tu disais, les matchs en N3 le samedi à 18h, enfin des trucs, qui, sont, pas forcément super quand tu viens de Bastia, que tu arrives à Brest, que tu connais personne. Faut aussi saluer la force de caractère parce que c'est pas facile. Alors on dit: «Les joueurs de foot sont très bien payés» et cetera. J'aimerais bien voir la tronche du salaire de Manetti lorsqu'il arrive à Brest en 2017. Ça devait pas être simple et le fait de pouvoir s'en sortir, tirer son épingle du jeu d'un effectif, de National 3 pour intégrer un effectif professionnel, puis avoir des entrées en jeu et aujourd'hui devenir le joueur qu'il est, force de caractère assez exemplaire et j'avais entendu alors je sais qu'il est très, très ami, son meilleur ami, si je dis pas de bêtises, c'est Ilan Kebal du Paris FC et il y avait eu une émission de l'after-foot qui avait été tournée au FC Burel à côté de Marseille où, justement ils étaient le club, de naissance d'Hugo Magnéti dans lequel il jouait avec Ilan Kebal il jouait contre Martigues dans lequel jouait, Mady Camara à l'époque, si je dis pas de bêtises, donc déjà jeune, ils s'affrontaient et voilà, tout le monde disait beaucoup de bien d'Hugo Magnéti et de la famille Magnéti en général, donc voilà, des gens très bien probablement. Au-delà des statistiques, au-delà des compétences, des techniques, au-delà de l'homme, il y a les souvenirs. Parce que Hugo Magnéti, c'est aussi quelqu'un, déjà, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu l'échec à Brest, quoi qu'on en dise, et c'est quelqu'un qui a été là dans tous les grands moments. Si tu devais dégager 3 souvenirs d'Hugo Magnéti, toi, ça serait quoi? Mmh, 3 souvenirs. Alors, évidemment, je vais pas être original, je pense qu'on a tous le même, c'est son but contre le Sturm Graz. Bon, pas besoin d'épiloguer là-dessus, premier buteur de l'histoire de Brest en Ligue des Champions. Je trouve qu'en plus que le symbole est magnifique, aussi beau que le but. Il y a tout qui est magnifique dans cette histoire. Deuxième chose, je dirais alors, tu étais avec moi, je sais pas si tu te souviens, mais je pense que oui. Son but à Nantes. Oui. But à Nantes dans le match où les supporters brestois sont interdits de déplacement, mais
on est tous les 2 quand même à la beaujoire malgré Gérald Darmanin et donc ce but à Nantes, très belle frappe en reprise de volée sur un ballon en retrait qui doit être donné par Kenny Lala, je pense. Si je dis pas de bêtises, je l'ai pas revu, mais c'est ça. Et après mon troisième souvenir, heu, il y en a plusieurs qui se basculent dans ma tête. J'aime bien son but, tu vas me dire qu'il y a des buts plus beaux que ça, mais il y a son but à l'OM au Vélodrome où, la frappe est contrée si je dis pas de conneries, mais en tout cas il marque à Marseille et je trouve que là aussi, l'histoire est belle. Finalement sur ces buts, il y a beaucoup de belles histoires. Et oui, c'est ça. Il a marqué 6 buts en pro à Brest. Est-ce que tu saurais me donner les 6? Nantes, Montpellier à domicile sur un petit crochet, Sturm Graz, Marseille à il y a 2 fois Marseille, une fois et après je les ai pas. Honnêtement, je te dirais une bêtise si je te dis autre chose. Non, non, j'ai que ceux-là. Il y a quand même celui de cette saison, Ah beh, celui-là, j'ai oublié. contre Strasbourg. La frappe, Ah punaise, mais totalement comment j'ai fait hallucinante. pour ah ouais, non, mais j'ai pas ma place dans ce podcast, en fait, je suis un escroc. J'ai Mais fait non, la mais non, fausse. il faut Faut pas me dire mettre dans ça. BBH Honneur. BBH Honneur, vite! Alors, effectivement, en plus, c'est des beaux buts, hein, les 3 quarts du temps. Sur les 6, il y en a au moins 4 qui sont extrêmement beaux. Je pense celui de Strasbourg, c'est le plus beau. Oui, et je pense que c'est un candidat relativement sérieux pour le titre du Puskás, au moins en Ligue 1. Je pense pas qu'il le gagne, mais ça reste candidat sérieux. Donc effectivement, tu as eu les 6 buts. Au-delà des buts, j'ai d'autres souvenirs, moi, du Gomenitti et comme ça permet un peu de varier. Donc j'exclus le but contre Sturm Graz parce que c'est évident, parce que c'est tout, parce que c'est parfait. Je vais rajouter un souvenir qui est lié à la saison des champions. En fait, c'est le match à Rennes la saison précédente. C'est sur le but du 5-4, donc qui est marqué par Lilian Brassier, qu'on embrasse évidemment. La réalisation vidéo qui se tourne tout de suite vers Éric Roy et Hugo Magnetti. Éric Roy Ah qui prend ouais. Magnetti dans ses bras. Je pense que tu as l'image et tous les Brestois l'ont en Ah ouais, tête. il se secoue. C'est ça. C'est c'est là où on voit que ça leur enfin, c'est facile à dire parce que tout ça tient à cœur de tout le monde d'être en Ligue des Champions, mais c'était particulier et là encore, quand je revois les images, ça me fait un truc. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième qui est un peu passé au travers, je pense, parce que c'était une interview, auprès d'un média marseillais on vous mettra le lien en description, où en fait, Hugo Manetti, supporter de l'OM, va dans ce média marseillais pour parler surtout de Marseille, mais en fait, il parle de Brest dès qu'il peut et ça a beau être le minot qui rêve de jouer à Marseille, qui connaît par cœur, qui va au match au Vélodrome de temps en temps, tu sens que Brest a réussi à se faire une grosse place dans son cœur, que c'est un vrai Brestois et il parle du Stade brestois avec un amour et une passion qui honnêtement est rarement égalé et qui, en fait, nous touche. Ça montre qu'on a réussi à je veux pas dire à le séduire, mais c'est très plaisant de voir quelqu'un qui n'est pas d'ici parler comme ça de Brest. Donc c'est mon deuxième souvenir et le troisième parce qu'il faut quand même un peu rigoler, enfin rigoler, on aurait pu rire jeune, c'est le déplacement à Toulouse, on l'emporte 3-0. Dernière action, dernière minute, Hugo Magnetti a le but vide devant lui, il tire sur le poteau. Il s'écroule parce qu'il pense qu'il vient de gâcher la qualification en Ligue des Champions du Stade brestois, puisqu'une victoire 4-0 était nécessaire en cas de victoire de Lille et je crois que c'est en relevant la tête et en voyant le parquet juste devant lui complètement hilare, heureux, qu'il se rend compte qu'il se passe quelque chose à Lille et que finalement 3-0 ça va passer. Voilà, c'est 3 moments comme ça où c'est presque plus le visage et les propos d'Hugo Magnifique qui me marquent, au-delà de ce qu'il fait sur le sportif, mais voilà, moi c'est ces 3 là, vraiment. Et je trouve que ça en dit long finalement, ça en dit long sur le fait que c'est l'homme qui est aussi important que le joueur, voire plus. Alors, il me semble qu'à Toulouse même, il tire à côté. Tu la vois sur le poteau, toi? J'ai pas, il faudrait que je revoie l'image, mais pour moi, il la met même carrément à côté Oui, oui, et il la met à côté. Ça fait poteau sortant, mais il la met à côté. Alors que le but est ah, c'est vide. ça. Et sinon au niveau caractère, ouais, c'est vrai, c'est aussi un gars qui a l'air d'avoir beaucoup d'humour et tu dis, de respect du club. Dans ce sens, il me fait un peu penser à Éric Roy qui a toujours mis le club beaucoup en avant et dans ce qu'il dit lorsqu'il doit des choses au club et tout. Je trouve que Manetti, c'est la même chose et il y a aussi cette phrase qui était dans notre jingle, alors je sais pas si elle est toujours, mais je crois pas, où il dit, «Qu'est-ce qui va se passer pour la Ligue des Champions? Comment est-ce que vous allez aborder les choses?» et il répond, «Moins de bonbons et plus de légumes» et ça m'avait fait marrer parce que voilà, toujours beaucoup de second degré, beaucoup d'humour et c'est un petit peu ça le Hugo Magnetti qu'on aime aussi. Mais totalement. C'est un Hugo Magnifique qu'on aime énormément, qui est arrivé en 2017. Son contrat expire en 2027, soit 10 ans tout rond après son arrivée.
Et en fait, c'est la question qu'on doit se poser. C'est quoi la suite pour lui? C'est peut-être à lui qu'il faut le demander, bien sûr, mais Moi, je pense que enfin, je me posais la question quand on préparait le podcast, est-ce que ça ferait pas partie de ces joueurs qu'on appelle, tu sais, les joueurs d'un club qui font leur carrière? Après, je lui en voudrais pas s'il voulait voir ailleurs, je lui en voudrais pas s'il voulait partir et je pense que quelque part, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il a pas déjà finalement tout donné à Brest? On peut se dire: «Bah, pourquoi changer pour changer?» Moi, si on me demande, je le garde Hugo Magnetti évidemment, hein. Mais si lui, pour sa carrière, peut passer un cap et peut aller voir un petit peu plus haut, pourquoi pas rejoindre une coupe d'Europe ou alors, jouer à l'étranger, parce que ça peut être aussi pour un joueur, qui n'est pas si vieux que ça, il a que 27 ans Hugo Magnetti, découvrir un autre championnat, peut-être que ça peut le tenter ou moi ça ferait en tout cas, je serais heureux de le voir réussir ailleurs si jamais, il devait partir. Après si on me demande, moi évidemment je préférerais le garder parce que c'est important de garder ces mecs-là qui sont un peu garants de l'identité d'un club et on sait que saison après saison, bah, ça va devenir de plus en plus compliqué pour les clubs comme Brest qui ont des moyens de plus en plus limités et garder ces joueurs qui sont vraiment des joueurs, des super joueurs fiables de Ligue 1, ça me semble important. À mon avis, tu perds Hugo Magnetti cet été, alors je suis content pour lui s'il va ailleurs, mais il y a un moment dans la saison prochaine où possiblement tu le regrettes. c'est à lui de choisir. Mais en même temps, je parlais de cette interview avec les Marseillais. On avait diffusé un extrait sur, Twitter il y a, quand elle est sortie en 2024, il me semble, et où il explique que son rêve ultime, c'est de jouer avec des champions. Finalement, c'est un joueur qui a déjà accompli son rêve ultime, peut-être tous ses rêves de football. Et est-ce qu'il peut on peut pas essayer de le convaincre que finalement c'est bon, il a tout fait, il a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'il a eu à Brest? J'aimerais beaucoup qu'Hugo Magnitti soit un de ces joueurs qui reste jusqu'au bout au Stade brestois, qui prenne sa retraite ou qui peut-être fasse une dernière pige, mais voilà, qui reste encore 3, 4, 5 ans, et potentiellement même c'est quelqu'un qui pour moi peut se projeter dans le staff à l'avenir s'il veut continuer dans le football. Je suis sûr qu'il a plein de choses à apporter, qu'en termes de mentalité, c'est parfait pour un groupe. Enfin, voilà, il y a pas énormément de joueurs dont je me dis aujourd'hui que leur place, elle est dans le staff à l'avenir. Typiquement Brendan Chardonnay que j'adore, je suis pas forcément emballé à l'idée de le voir, devenir entraîneur, préparateur physique ou je ne sais quoi. Hugo Magnetti, il est 100. Je suis sûr qu'on peut lui trouver plein de choses à faire et qu'il serait très heureux de les faire. Ouais, après, il y a moi, c'est le côté éloignement géographique aussi. Il a l'air d'être assez famille. Est-ce qu'il aurait pas envie de retrouver aussi en fin de carrière le sud, de la France? C'est une question qu'il faudrait lui poser. Après, je sais pas du tout, là, c'est vrai qu'on est en train un petit peu de créer un peu un roman autour de ce qu'il pourrait devenir, mais clairement le voir intégrer le staff, pareil, hein, je trouve que le Stade brestois a fait ça bien ces dernières saisons avec, bah, que ce soit Bruno Grougy ou Yvan Bourgis ou Julien Lacheur, d'intégrer des anciens dans le staff. Ça permet de garder cette identité club qui, à mon sens, est importante et on l'a vu lorsqu'Éric Roy est arrivé, il s'est tout de suite fondu dans la masse, justement, en étant entouré de gens qui du sérail. Hugo Magnetti, lui, en tout cas, serait extrêmement légitime pour faire de même. Je serais très heureux effectivement qu'il continue. Après, là, je pense qu'on avance un peu parce que sa carrière est loin d'être finie. Je pense qu'il lui reste au moins Bien sûr. facile 6 7 ans, 6-7 ans à faire, même si il a un jeu qui est assez énergivore et un physique, comme tu disais, assez particulier qui fera que peut-être, au bout d'un moment, il aura un petit peu plus de difficultés à suivre. En tout cas, les minutes vont se réduire, mais là, il est un peu dans la force de l'âge et voilà. Après, si on se concentre juste sur la saison actuelle, qu'est-ce que tu lui souhaites sur la fin de saison? Peut-être encore marquer un banger, avant de terminer la saison, marquer contre Rennes et aller, charrier Mady Camara, sur la célébration? Je sais pas, quelque chose qui te vient en tête? Ouais, des trucs comme ça, totalement. Juste pour reboucler sur la question d'avant, que j'ai posée tout seul, mais j'aurais dû y penser. On sait que son rêve, c'est de jouer à l'OM, et autant quand Brassier était parti à l'OM, j'étais un peu déçu de la destination, autant si demain l'OM décide d'aller chercher Hugo Magnetti, bah, je serais très heureux pour lui. Voilà, tout simplement. Mais je serais Et très heureux aussi qu'il soit là l'an prochain pour marquer contre l'OM de nouveau. je sais pas si ce serait alors je sais pas si les supporters de l'OM seraient contents de l'avoir parce que c'est pas un nom clinquant et pourtant je pense qu'il ferait beaucoup de bien à un club comme Marseille. Parce que justement, c'est pas les joueurs que tu vas chercher à droite et à gauche qui connaissent pas la Ligue 1 et qui,
font 3-4 bons matchs sur lesquels les supporters s'enflamment et qui finalement sont extrêmement décevants. Je pense, je sais pas, à des Vermeuren, et cetera. Manetti, tu le mets à l'OM, je pense qu'il se dépouille, mais encore plus qu'à Brest si possible, quoi. Et c'est clair que ce serait mais je sais pas si l'OM est intéressé par ce type de profil, peut-être un peu trop âgé maintenant pour eux. Honnêtement, je pense qu'il faut qu'on continue à construire avec lui, hein. Moi, je vois pas pourquoi on s'en séparerait. Il a l'air de commencer à se créer un binôme en plus intéressant avec Joris Chotard, qui lui est plus jeune, un petit peu plus jeune, je crois qu'il a 24 ans, Joris Chotard. Peut-être construire là-dessus l'année prochaine, ça peut être une bonne idée. Ça peut être une excellente idée et finalement 200 matchs, 28 ans, il y a 2 choses à dire. Je pense tout simplement, c'est bravo, merci et si on rajoute une troisième, c'est on continue. Ouais, Voilà, c'est je ça. pense que Vraiment, si on pouvait lui dire, quelques mots, c'est ça, hein, parce que, je sais pas s'il va écouter ce podcast au retour d'Auxerre, hein. En tout cas, s'il nous écoute, on le salue. Mais c'est ça, c'est vraiment le remercier pour l'engagement qu'il a donné au club, pour les buts, pour tout finalement, parce que c'est, assez rare les joueurs quand on fait le bilan, qui sont restés aussi longtemps et lorsqu'on fera, dans quelques années, peut-être, 10 ans, j'en sais rien, qu'on reparlera de cette période-là. On avait dit ça pour Marco Bizotte, on se disait: «Ah bah, Marco Bizotte, c'est le genre de mec dont on se souviendra, tout le monde se dira: «Le gardien, c'était Bizotte», on l'identifie. Je pense que Hugo Magnetti fera partie de ces joueurs qu'on citera dans 10 ans, quand on parlera de la plus belle page de l'histoire du club. Il sera indiscutablement dans toutes les équipes types et rien que ça, je pense que ça mérite notre respect. oui et ça sera et c'est déjà un excellent modèle pour les jeunes Brestois parce qu'il est atypique, parce qu'il a travaillé pour arriver où il est, parce que c'est quelqu'un à qui on n'a rien donné, qui a rien lâché et on a besoin de modèles comme ça au quotidien. Donc tout simplement, merci. Voilà, le maître mot, c'est le merci. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc merci beaucoup Fanch, merci d'avoir été là. Merci Hugo d'être là, merci d'avoir été là et merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire des souvenirs par rapport à Hugo Magnetti. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire tout ce que vous voulez d'ailleurs et voilà, sur ce, Kenavo et allez Brest. Allez Brest, ciao.